Aujourd'hui, je veux parler de la philosophie et m'interroger sur qu'est-ce que la philosophie. On connaît bien sa définition généralisée, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Mais la sagesse, qu'est-ce que c'est la sagesse? Dans un de ses livres, François Julien dit qu'un sage est sans raison. Et peut-être faut-il dire aussi qu'un sage n'a jamais existé, qu'on n'en a jamais trouvé une figure remarquable et absolue. Peut-être est-ce une illusion nécessaire. En tout cas, le philosophe serait celui qui serait fixé sur la sagesse et qui essaierait de l'atteindre par tous les moyens. On sait qu'aujourd'hui, la philosophie est à la mode. La radio, la télévision, les médias, les librairies se remplissent de textes, d'entretiens, de réflexions, qui reflètent vraiment la préoccupation de donner du sens à ce monde qui, il faut le dire, va un peu à volo. Les revues de vulgarisation en sciences humaines vont également accompagner ce mouvement. Ainsi, dernièrement, la revue de dite sciences humaines a proposé en juin un numéro consacré au courant philosophique. De son côté, et d'une manière sans doute un peu concurrentielle, la revue Philosophie Magazine a également préparé un numéro sur la question de la philosophie. On a vraiment le sentiment que la philosophie remplace de plus en plus la religion, qui a basculé dans le séculier. Le développement depuis les années 70 de l'autre siècle, notamment du potentiel humain, puis ensuite du nouvel âge et maintenant du développement personnel, renforce cet attrait pour une philosophie qui, il faut le dire alors, paraît légère et très centrée sur l'ici et le maintenant et la vie très concrète, surtout émotionnelle. Lavée à grande eau, la philosophie apparaît en fin de compte dans sa nudité, une inconnue. Un cheminement parmi les auteurs des revues en question nous rappelle certaines lectures que nous avons faites et surtout nous interroge sur les absences que nous pouvons remarquer. Pour moi, par exemple, il s'agit d'Henri Lefebvre ou de Cornelius Castoriadis. Mais visiblement, ces auteurs ne font pas partie des préférences des deux rédactions. À cet égard, il est intéressant de remarquer que la revue Philosophie Magazine nous présente un tableau, le tableau des préférences de ses lecteurs, comparé à celle de son comité de rédaction. À l'évidence, il y a là un gap culturel. Faut-il s'en étonner? La philosophie est avant tout un acte personnel. Les lectures qui nous intéressent reflètent en fait notre personnalité, à la fois consciente et inconsciente. Mis à part quelques auteurs classiques nécessaires à la culture de l'honnête homme d'aujourd'hui, que tout le monde cite, mon choix aurait sans doute été différent. J'aurais à coup sûr placé François Julien dans ma sélection. J'aurais également souligné l'intérêt du philosophe peu connu, Kostas Axelos, philosophe grec, compagnon de Castoriadis. Malgré tout, j'aurais conservé un certain nombre de noms proposés, notamment par ces deux revues, Lucrèce et Spinoza sans doute, et André Comte-Sponville, le grand Montaigne évidemment, Karl Marx, humaniste, Edgar Morin, Michel Henry et Marcel Conche, Clément Rosset et Pierre Hadot, le dernier Michel Foucault surtout, Albert Camus,
bien sûr, et plus que Sartre, Michel Onfray en bonne place, mais aussi Robert Misrahi, Patrick Vivray ou Jacques Daruyla. On n'en finira jamais de noter ces choix existentiels. Devant l'éblouissement de toutes ces étincelles philosophiques dans le ciel de la réflexion, on reste un moment interdit, sans voix. Puis on s'aperçoit que depuis longtemps, on a choisi ces auteurs. Et plus encore, peut-être, son auteur. Un auteur qu'on a approfondi, dont on a lu presque tous les livres, peut-être tous les livres, et avec lequel on réfléchit sans cesse de jour en jour. Pour moi, c'est Krishnamurti, absent du tableau parce que il n'est pas un philosophe au sens occidental du terme, mais il reste un penseur, et un penseur par excellence. Le terme philosophie en Occident a reçu de très nombreuses définitions. Pourtant, il conserve quelques traits communs que je veux énoncer ici. D'abord, l'usage de la raison. Pour Deleuze et Guattari, il s'agit de produire des concepts. On conviendra quand même que l'intuition peut y avoir aussi droit de cité, comme c'est le cas chez Spinoza. La remise en cause aussi de la coupure séparatrice entre le corps, le cœur et l'esprit. Nietzsche est passé par là en bouleversant les habitus philosophiques. La quête de la vérité, grand mot, qui reste une étoile polaire, mais bien difficile à cerner. La centration sur le bonheur ou l'art de vivre, dont la pratique philosophique assidue porte à son acmé la joie, née de l'éclaircie rationnelle, voire d'une ouverture sur un troisième genre de connaissance. La reconnaissance, enfin, que si l'activité du philosophe est singulière, elle requiert une implication dans le social et un regard critique sur son utilité et sur la vulnérabilité de son entreprise. À cet égard, il faudrait aussi lire l'ensemble de textes publiés par Manière de voir du monde diplomatique autour de penser un sport de combat. Là, on retrouvera des penseurs et des philosophes qui sont peut-être un peu absents des deux revues dont j'ai parlé. Et surtout, qui sont beaucoup plus engagés dans cette réflexion critique sur la vie sociale et politique. Pour ma part, la philosophie oblige à travailler sur la notion de cohérence. Le philosophe est ce penseur qui cherche le maximum de cohérence dans la vie quotidienne. Épreuve redoutable, si elle est envisagée avec constance et fermeté. Tant d'illusions sur soi-même, sur les autres et sur le monde tombent irrémédiablement. La prochaine fois, je parlerai de la relation entre philosophie et cohérence.